Alors déjà, je voulais sincèrement remercier Oriane, Jérôme et toute la bande qui organise le Jug Summer Camp, parce que pour moi, c'est une des meilleures conférences en France. C'est la première conférence de développeurs, déjà, 6e édition, donc bravo à eux. C'est un travail énorme qu'ils font aujourd'hui et qu'ils font depuis 6 ans, donc voilà, j'aimerais qu'on les applaudisse. Alors, on va parler de do it yourself. Alors, avant d'attaquer dans le vif du sujet, j'aimerais savoir si ça vous parle un petit peu, ce sujet du do it yourself. Donc, du coup, vous allez me dire si les slides que je veux passer ensuite vous évoquent un lien avec la philosophie do it yourself. Donc, vous avez le droit de lever plusieurs fois la main, d'accord ? Donc, est-ce que pour vous, le do it yourself, c'est l'art de se faire plaisir soi-même? Ne soyez pas gênés de lever la main si vous pensez que c'est ça. Voilà, quelques courageux. Donc moi, je fais la maline, mais avec mon niveau d'anglais assez moyen, je l'ai appris récemment que do it yourself, ça voulait dire ça. Mais a priori, il y en a qui étaient au courant. Donc, le do it yourself, ça peut être peut-être ça. Pour qui ça évoque un lien fort avec le mouvement punk des années 70-80 ? Ok, très bien. Et pour qui c'est plutôt l'art de bricoler chez soi, de personnaliser son ameublement, de bidouiller des imprimantes 3D, etc. Ok. Alors on verra que le do-it-yourself, c'est un petit peu tout ça. Aux États-Unis, quand on parle de do-it-yourself, on parle beaucoup de bricolage. Hein, dans le grand public, do-it-yourself, c'est l'art de bricoler chez soi, de personnaliser ses coquetiers avec du rose et des cœurs bleus, tout ça. Voilà. Mais on verra que l'historique du mouvement est très différent. Et c'est ce dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Pourquoi j'ai envie de vous parler de ça ? Moi, Agnès Crépet, parce que quand je me présente dans les conférences, je me présente toujours avec ces badges-là. Et le dernier en vert en bas, où c'est marqué DIY, ça signifie que effectivement, ça fait partie de moi. J'ai longtemps, toute ma vie, été influencée par ce mouvement-là. Je n'ai pas la prétention de dire que j'ai eu une influence sur le mouvement DIY. Par contre, il m'a énormément marqué. Et donc, ce que je vais faire dans cette keynote, c'est vous parler de ce mouvement, de faire un lien avec notre métier de développeur et de vous illustrer un petit peu ce qu'a été ce mouvement sur les 3 dernières décennies en vous parlant de moi, Agnès Crépet. Alors, Agnès Crépet, c'est moi. Et donc, qu'est-ce que je fais dans la vie ? Je fais partie d'une société qui s'appelle Ninja Squad, d'une société sur base coopérative. On est 4 développeurs. Je fais également partie de quelques communautés techniques. Donc, je suis Jug Leader au Lyon Jug. Je fais partie de Duchesse France, donc une association qui travaille sur la visibilité des femmes dans l'informatique, des femmes à profil technique, on va dire. Et j'ai également cofondé une conférence qui s'appelle Mixit, qui est sur Lyon et qui est un mélange de technologie et d'agilité. Et on s'est beaucoup inspiré du Jug Summer Camp pour essayer de faire aussi bien qu'eux, mais on n'y arrive pas vraiment. Qu'est-ce que je fais d'autre ? J'ai également été élue Java Champion il y a quelques années de ça. Voilà. Et j'habite une super ville, qui est un peu moins bien que La Rochelle, mais qui est quand même sympa, qui s'appelle Saint-Étienne, qui n'est pas très loin de Lyon, pour ceux qui connaissent, et qui est connue pour son bien-être, son soleil et ses mines. Voilà. J'invite chacun à s'y rendre un jour et à venir nous rendre visite, si jamais le cœur vous en dit. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de la philosophie DIY ? Alors, si on veut résumer ça en une phrase, le DIY, c'est l'art de faire les choses soi-même, d'acquérir un certain savoir-faire technique tout seul. Voilà, ça c'est la base de la philosophie DIY. Alors, si on regarde un petit peu l'historique de cette philosophie, elle est née dans les années 70 avec Jerry Rubin. Alors, qui connaît Jerry Rubin ? Ça parle à quelqu'un ? Ok, donc Jerry Rubin, c'est un mec qui a monté le Youth International Party. C'était un mouvement assez proche du Free Speech Movement. Ça, vous connaissez ? Ouais, mouvement anti-guerre, tout ça ? Oui. Donc c'est un mec qui a décidé, dans les années 70, de prôner l'action directe. Alors, ce n'est pas l'action directe qu'on connaît en France, mais c'est des actions, des manifestations dans les rues, etc. C'était quelqu'un qui voulait dépasser un petit peu les conférences, le fait de discuter entre nous, etc. Donc c'est quelqu'un qui a marqué un peu ce mouvement et qui a essayé de faire en sorte que les gens prennent
conscience de l'état dans lequel ils vivaient, à un moment où les années 60, c'est la société de consommation. Donc peut-être qu'Audrey, tu peux venir, parce que tu as parlé un peu de tout ça juste avant. Ouais, alors pour toi, ça évoque quoi la société de consommation ? Alors, je vais un peu casser l'ambiance. Moi, c'est tout ce tout ce contre je lutte en fait. Moi, je suis pour la déconsommation. Voilà, parce que la société de consommation, pour moi, c'est exploiter des gens, donc notamment en Chine, au Bangladesh, etc., pour produire à coût minime des produits qui ont quand même une valeur. Il y a un produit, vous le savez pas, mais typiquement le chocolat. Vous en consommez tous les jours. Le chocolat, c'est quelque chose qui vaut très très cher, très cher. Et pour le produire, en fait, typiquement en Afrique, on va enlever des enfants qui deviennent esclaves. Voilà, je vais vous casser la journée là en fait. Il faut, c'est pour ça que ça s'appelle. Donc voilà, la société de consommation pour moi c'est ça, et donc je lutte contre. Exactement. Donc la base du mouvement c'est vraiment être, et je la rappellerai plusieurs fois, hein, c'est fait exprès. La base du mouvement DIY c'est on essaye de faire en sorte que ces sociétés de consommation soient pas la seule issue possible et qu'il y ait des alternatives. À cette époque-là, il y a un catalogue qui naît, qui s'appelle Whole Earth Catalogue, qu'on voit ici. C'est un catalogue qui permettait aux gens, qui était distribué à 1 million d'exemplaires, donc ce n'était pas un truc un peu souterrain et tout ça, qui permettait aux gens de pouvoir construire chez eux ces doubles circuits d'eau, très branchés écolo quand même, mais ça permettait aux gens d'avoir des entrées concrètes sur comment squeezer cette société de consommation de masse. Ça a eu donc un retentissement assez fort aux États-Unis à cette époque-là, et ça permettait également d'avoir des entrées sur ce catalogue du genre est-ce que je peux faire un plan facile de ce matériel-là pour le diffuser à mes amis, etc. Il y avait des plans accessibles pas en ligne parce qu'Internet n'était pas disponible pour tous, mais disponibles sur catalogue, etc. pour aider les gens à acquérir une autonomie sur un savoir-faire technique. Et ça a été assez connu à cette époque-là aux États-Unis, et Stewart Brandt, il a clôturé un quatrième de couverture de son catalogue, c'était celui-là, et il a indiqué cette phrase. Alors est-ce qu'elle parle à des gens, cette phrase, Stay hungry, stay foolish? C'était une keynote de clôture de Steve Jobs, donc même Steve Jobs n'a pas inventé lui-même sa phrase pour laquelle il est un peu connu. Mais c'est pas étonnant non plus qu'il l'ait pris, puisque Steve Jobs était quand même, on le verra plus tard, très influencé par le mouvement DIY. Et c'était un fan de ce fameux Whole Earth Catalogue. Donc l'invitation de Stewart Brandt, c'était aussi de rester un peu fou et de rester insatiable, toujours curieux. En France, on a un peu le parallèle avec le catalogue des ressources, qui était un catalogue branché encore plus écolo que le Whole Earth Catalogue, et qui permettait aux gens de pouvoir construire eux-mêmes leur maison avec un niveau d'isolation à écologie maximum, etc. Donc, comme je l'ai dit, l'historique du mouvement DIY est très marqué par un rejet de la société de consommation de masse. On invite les gens à être non pas spectateurs, mais acteurs de leur propre vie. Ça, c'est quand même très fort. Ce mouvement-là, enfin ces idées-là, donc qui étaient plutôt dans le free speech movement avec Jerry Rubin et au niveau des États-Unis brandies par plutôt le milieu écologiste dans un premier temps, a été rapidement repris par le milieu punk. Donc ça parlait à certains tout à l'heure quand j'ai fait le sondage. Dans les années 70-80, et ce milieu punk s'est réapproprié toute cette logique-là pour typiquement explorer des pistes qui n'étaient pas jusqu'à présent, sortir eux-mêmes leurs disques, organiser eux-mêmes les concerts. Quand on parle d'underground, c'est pas pour rien, puisque les concerts étaient organisés souvent dans des caves. Ils voulaient squeezer toute la logique marchande des salles de spectacle, etc. Et on disait que c'était un milieu underground parce que les concerts avaient lieu dans les caves des gens, quoi. Hein, ça a démarré comme ça. Le CBGB, qui est un lieu assez connu à New York, a démarré comme ça. Et donc, le milieu punk s'est réapproprié toute cette logique-là. Et il y a un groupe assez connu qui s'appelle Crass, qui revendiquait justement le fait de pousser les idées de DIY très loin. Chaque fois qu'ils faisaient un concert, ils brandissaient un panneau derrière qui s'appelle « There is no authority but yourself », donc qui invitait les gens à devenir autonomes, maîtres de leur propre conscience et à s'interroger éternellement sur la manière dont on apprenait pour qui et pourquoi. Alors, si on sort un peu de l'historique, quand j'ai fait le sondage tout à l'heure, je me suis aperçue que beaucoup de gens
et c'est le cas, c'est pas que le propre du public aujourd'hui, hein, c'est le cas de beaucoup de gens, pensent que le do-it-yourself, c'est l'art de construire et de concevoir soi-même. Donc c'est vrai, c'est quand même la base du mouvement. Et moi, comme je l'ai dit, j'ai été vachement influencée par ça toute ma vie. Donc c'est moi petite, moi ado, et moi aujourd'hui, voilà. Et donc toute ma vie, j'ai été influencée par ça à travers et mon activité pro, je vais en parler, et à travers mon activité associative. Alors à la fin des années 90, j'ai 37 ans, donc oui, je suis un peu vieille. Donc fin des années 90, j'étais sortie de l'adolescence. On a créé un collectif, Avataria, sur ma ville, Saint-Étienne, qui a voulu faire des choses pour essayer de faciliter l'accès Internet à tous. Qui a connu l'Internet 56K chez soi? Oh, bah quand même. Bon, alors, donc il n'y a pas des si jeunes que ça dans cette conférence. Ouais, voilà, c'est ça. Donc les modems 56K, c'était cool, mais on était déjà dans une élite, hein, pour ceux qui ont connu ça. C'est-à-dire que la plupart des gens n'avaient pas Internet chez eux à la fin des années 90. Nous, on était un peu mécontents parce que c'était lent, en même temps qu'on ne connaissait rien d'autre, donc c'était déjà pas mal. Mais pour beaucoup de gens, Internet, ça n'existait pas. C'était pas accessible. Donc nous, avec ces potes-là, avec Avataria, on a décidé de construire par nous-mêmes des bornes dans les bars, avec Linux dessus, évidemment, parce qu'on était tous des geeks, hein, pas pour la plupart. Et donc on essayait de promouvoir l'informatique libre. Et en construisant ces bornes un peu rigolotes, en les mettant dans les lieux publics, on permettait aux gens d'accéder à Internet eux-mêmes. Voilà. Donc on n'était pas les seuls à faire ça, hein. Il y en avait plein qui faisaient ça ailleurs aussi dans d'autres villes. Et évidemment, on a toujours fait en sorte de prôner l'informatique libre. Donc on a organisé beaucoup de Linux Party à la fin des années 90. Donc nos clients, entre guillemets, c'était les centres sociaux, par exemple, des gens qui n'avaient pas envie de mettre trop d'argent dans des systèmes d'exploitation, etc. Donc c'était de l'alternative concrète au circuit des OS propriétaires, etc., quoi. Et on verra que toute cette logique des logiciels libres, elle est quand même très influencée par le mouvement DIY. Et plus récemment, toujours avec ce collectif-là, on bidouille des choses qui sortent un peu de l'informatique libre, même si on est toujours là-dedans. On bidouille à base d'imprimantes 3D, à base de découpe laser, etc. On fait toujours des ateliers de ce type-là, dans des festivals qu'on organise. Alors, ces ateliers bidouilles, ça fait longtemps qu'ils existent. La grosse explosion de ce genre d'atelier, c'est année 2010-2011 avec le magazine Wired. Donc le magazine Wired, c'est un magazine qui parle des innovations technologiques, etc. Et ils ont fait en avril 2011 leur une sur ce mouvement Maker. Mouvement Maker, ça parle un peu à certains d'entre vous? Les mouvements makers, c'est tous ceux qui font des prototypes dans des Fab Labs, typiquement. Donc, des Fab Labs, c'est des ateliers de fabrication numérique qui existent dans plein de villes en France. Beaucoup à Paris, mais il y en a aussi en province. Et il y a Chris Anderson, qui est le rédacteur en chef de Wired, qui a écrit ce livre-là en 2012, et qui appelait un peu tout un chacun à participer à cette révolution du Fab Lab, entre guillemets, pour pouvoir faire des prototypes dans leur ville. Alors, ce n'est pas juste pour s'amuser, c'était aussi à vocation de casser le distributeur entre l'inventeur et l'entrepreneur. Parce que pendant longtemps, quand vous aviez une idée, pour la concrétiser, parfois c'était un peu compliqué. Il fallait trouver une boîte qui pouvait vous prototyper votre idée, etc. Grâce à cette idée du Fab Lab, on est dans de l'utopie concrète. C'est-à-dire qu'on va pouvoir tester si notre idée elle marche, hein, typiquement dans l'électronique et tout ça. Donc pour lui, c'était une révolution industrielle et ça l'est toujours. Bon, aujourd'hui, il fait des drones, donc c'est pour ça qu'il y en a qui l'aiment moins. Mais il est quand même toujours là-dedans. Derrière ce mouvement maker, donc il y a vraiment l'idée de faire soi-même. Mais, et c'est ce qui va un peu changer la philosophie, mais dans le bon sens, il y a aussi l'idée de faire avec d'autres. L'idée du Fab Lab, c'est vraiment de réunir des gens ensemble et de faire des choses ensemble. Pas forcément tout seul dans son coin. Ça, c'est ce qui va un peu changer le mouvement. Et donc nous, avec Avataria, on a invité un collectif qui s'appelle Usinet, qui fait partie du TMP Lab, qui est un des premiers hackerspace français. Hackerspace, pour faire simple, c'est un peu un Fab Lab. Sauf qu'il y a d'autres types d'activités, en général, beaucoup de choses autour de l'informatique libre, etc. Mais c'est un peu comme un Fab Lab. Et donc ces gens, ils sont à Paris, dans la banlieue parisienne, et ils font tout un tas d'activités autour de la construction DIY. Donc ils ont plein d'imprimantes laser. C'est eux qui ont démocratisé en France les RepRap.
Les RepRap, c'est un modèle libre d'imprimante 3D autoréplicante, c'est-à-dire que pour fabriquer une RepRap, vous pouvez la faire à partir d'une autre RepRap, donc ça c'est assez classe. Et c'est ce qu'ils ont fait typiquement à Dakar. Ces gens, ils sont allés faire un atelier il y a quelques années pour permettre à des gens de Dakar de construire des pièces du quotidien, un boulon pour réparer une machine à laver, etc. Et ils ont fait tout un travail avec cette RepRap pour pouvoir réutiliser le matériel qui était à dispo dans leur écosystème, à savoir le polystyrène. Parce qu'en Afrique, il y a beaucoup de polystyrène qui jonchent les rues, parce que les gens boivent des boissons dans des gobelets en polystyrène. Et quand vous allez à Dakar, vous avez du polystyrène de partout. Donc derrière le DIY, il y a quand même cette volonté de recycler, d'utiliser des matériaux morts pour pouvoir leur donner une autre vie. Et donc ces gens-là, à Dakar, ils ont réutilisé le matériel de leur écosystème pour pouvoir faire en sorte qu'on réutilise des choses autour de nous et on en fait la matière première pour construire typiquement des objets de notre quotidien. Donc ça, c'est pour répondre un peu à tous ces gens en France, dans les pays occidentaux qui disent « Ouais, les Fab Labs, c'est cool, vous faites un peu joujou le samedi après-midi avec vos potes ». Non, il y a on va dire une résonance sociale forte sur les Fab Labs. Là, je donne l'exemple de Dakar, mais on verra qu'en France, c'est aussi le cas. Typiquement, les sextoys DIY, c'est quand même sympa comme truc. Vous pouvez fabriquer, donc c'est toujours Usinette qui fait ça, c'est 2 filles d'Usinette qui font ça. Vous pouvez fabriquer votre sextoy sur mesure. Mesdames, on n'est pas nombreuses, mais je vous invite à essayer. Messieurs aussi, remarquez. Derrière l'idée du DIY, il y a l'idée de réparer tout ce dont on a besoin, ça je l'ai déjà dit, tout ce dont on a besoin dans le quotidien. Donc avec Avataria, on avait invité 2 collectifs de notre ville. Sachez qu'il y a exactement les mêmes sûrement chez vous. Moi j'habite Saint-Étienne, donc c'est une petite ville, donc voilà, c'est pas Paris, Lyon, etc. C'est-à-dire qu'il y a ce genre de collectif partout en France. Donc le collectif L'Atelier éphémère permet aux gens d'apprendre à réparer leur vélo, leur matériel de son, vidéo, électroménager, etc. Et le collectif 101010 permet aux gens d'apprendre à réparer leur ordi. Donc fini les dimanches après-midi chez Tatan pour réparer l'ordinateur qui ne marche plus. Hein? On a quand même tous connu ça. Rassurez-moi, moi j'en peux plus. Hein? Quand on m'appelle, moi je suis développeuse et on me dit viens me réparer mon ordi, ça m'arrive tout le temps. Et moi j'y connais rien en plus. Hein. Typiquement dans le domaine du hardware, je suis quand même pas très douée. Et grâce à ce genre de collectif, ma vie a changé. Non, je rigole, mais plus sérieusement, c'est quand même assez intéressant puisque ça va vraiment dans le sens d'acquérir du savoir et de pouvoir le transmettre aussi à d'autres. Donc on est en plein là-dedans. Et ça, c'est mes potes Nono, Olivier et Tao qui ont poussé l'idée du construire par soi-même en allant jusqu'à construire leur propre maison en paille, en plus, avec 4 étages. Sympa. Donc on a fait ce chantier pendant 18 mois, voilà, c'était une histoire assez classe. Au-delà de l'aspect écolo en paille et tout ça, il y a vraiment dans cette expérience-là l'idée de transmission de savoir qui est au cœur du mouvement DIY. Donc là, on voit en bas à droite une photo d'un chantier où il y avait une 30aine de personnes, dont des gens qui avaient déjà construit des maisons en paille et qui venaient apprendre à Nono, Tao et Olive qu'on voit ici. D'accord ? Donc c'est quelque chose d'assez fort. Le réseau, on va dire, DIY sur la construction de maisons écologiques, par exemple, est assez bien implanté en France et complètement dans la logique initiale. Si je parle d'un domaine qui nous touche peut-être plus en tant qu'informaticien, tout ce qui touche à l'open hardware. Donc l'open hardware, c'est le domaine des matériaux libres. Et bon, on s'aperçoit que ça touche plein de domaines et pas que l'informatique. Typiquement, vous avez des sociétés comme Apertus qui distribuent des plans libres pour construire vous-même votre propre appareil photo, votre propre appareil vidéo. Voilà, tout ça à partir de plans libres et à partir de matériaux, de pièces que vous pouvez facilement trouver sur Internet aussi. Alors Jerry Do It Together, ça vous avez dû en entendre parler parce que ça avait fait un petit peu le buzz il y a 2-3 ans. C'est des plans libres pour fabriquer un ordinateur soi-même à base de jerrycan, d'où le nom de Jerry Do It Together. Moi j'ai bossé un peu en Afrique de l'Ouest, j'avais donné une formation bénévole il y a quelques années là-dedans. Ils commençaient à en utiliser vachement parce que ça coûte vraiment pas cher du coup. Le prix de revient est à peu près à 20 €. Donc alors, effectivement, on va parler d'Arduino et tout ça, mais bon, néanmoins, quand on veut trouver des alternatives concrètes, ça en fait partie aussi. D'accord ? D'avoir des ordinateurs à dispo dans des endroits où c'est parfois compliqué d'en trouver.
Le Geiger Counter, ça aussi, c'est un truc assez classe qui s'est vachement développé au Japon après Fukushima. En gros, ça permettait pour moins de $10 aux gens de pouvoir construire leur propre appareil Geiger pour mesurer la radioactivité auprès d'eux. Donc avant que les Fab Labs s'approprient ce truc-là au Japon et essayent de trouver un truc cool, pas cher pour fabriquer ça, ça coûtait à peu près 200 € d'acheter un truc qui relevait les activités de radioactivité. Donc ça, c'est une alternative concrète et sociale que je trouve fortement intéressante, parce que pour moins de $10, vous avez ça, quoi. Et pour 3 heures de fabrication. Alors, le DIY, c'est pas que des hippies, punk, sympas, geeks et tout ça. Je dis pas que Facebook est pas sympa, mais c'est pour dire que y a des gros aussi hein, qui s'approprient un peu ce mouvement-là et qui essayent d'ouvrir un peu leur plan, etc. Il y a Facebook, des ingénieurs de Facebook qui récemment ont créé le Open Compute Project, qui est assez dingue, c'est-à-dire qu'ils ont ouvert l'intégralité de leur plan de data center. C'est-à-dire que vous voulez monter, alors vous, je ne sais pas, mais votre boîte veut monter à data center, eh bien vous avez l'intégralité des plans librement sur le net dans ce projet-là. Donc voilà, un exemple de projet où c'est pas que des gens qui construisent leur maison eux-mêmes, on paye, quoi. Et il y a même des exemples plutôt tristes. Cody Wilson est assez connu aux États-Unis. Il a montré DD, le mouvement Defense Distributed, qui respecte pour le coup plus du tout la base de l'éthique DIY, c'est-à-dire qu'il propose aux gens de construire leur propre arme pour moins de $50, voilà, à partir de plans libres. Donc ils se revendiquent dans la philo DIY, etc., ce qui n'est pas vraiment le cas. Hein, j'espère que vous l'aurez compris à l'issue de la keynote. Derrière le fait de construire soi-même, il y a aussi le fait de distribuer soi-même l'information. Donc, les groupes de punk ont été précurseurs là-dedans. C'est-à-dire que les Ramones, par exemple, ils ont distribué leur premier album éponyme avec $6 000. Et c'est considéré aujourd'hui à plus de plusieurs millions de ventes et un des plus gros albums de rock dans le monde. Donc, ils ont distribué et produit eux-mêmes leur album. Et ça a marché. En termes de distribution DIY, on a aussi l'époque des fanzines, l'ancêtre du blog. Moi, j'ai connu ça à fond. Hein. David, tu souris aussi. Voilà. On a à peu près le même âge. Moi, au lycée, je m'informais comme ça, quoi. C'est-à-dire qu'on avait plein de petits journaux comme ça diffusés par nos amis. Et on s'informait les uns les autres comme ça. Il y a aussi beaucoup le monde du comics, de la BD qui s'est approprié ça. D'accord ? Donc c'était vraiment l'ancêtre du blog, à savoir j'ai envie de dire des choses au monde, voilà le moyen que j'utilise et je le fais moi-même. La cassette audio, grand moment aussi. Moi je faisais un groupe punk à l'époque, voilà, j'en parlerai pas plus. J'ai pas mis de photos, hein, vous voyez. Donc oui, bah, c'était génial, quoi. C'est-à-dire qu'on pouvait se mettre chez nous, dans notre studio de répète, mettre la cassette, l'enregistrer et distribuer nous-mêmes notre produit. Hein, je dirais pas notre œuvre, mais notre produit. C'est quand même cool. Et ça a participé fortement à la distribution DIY parce que jusqu'à présent, presser soi-même un vinyle, c'était compliqué. Jello Biafra, chanteur des Dead Kennedys, a sorti une phrase à la fin des années 90 qui, on va le voir, va être réappropriée par un mouvement mondial, qui est la suivante. Donc, don't hate the media, become the media. Il essayait de prendre un peu le contre-pied des gens qui boycottaient les médias de masse en disant c'est pourri, on s'informe plus et tout ça. Lui, il disait, ouais, bon, ok, vous aimez pas les médias de masse, qui appartiennent aux grands marchands d'armes, etc., peut-être, mais essayez d'avoir une alternative concrète et essayez de produire vous-même votre propre média. Et grâce à l'arrivée d'Internet, qui était un peu plus démocratisé dans les années 2000 pour tout le monde, il y a le réseau Indie Media qui est né et qui est un réseau absolument fabuleux. Dans chaque ville du monde, il y a des antennes Indie Media qui sont des agences de presse alternatives où chaque citoyen peut écrire un article sur l'actualité de sa ville. Bon, il est modéré hein, quand même, mais ça donne, on va dire, une alternative concrète à l'information qui passe dans la presse locale. Donc ça, c'est quand même vachement classe comme mouvement. Il y a plus de 300 antennes Indie Media dans le monde aujourd'hui, et pas que dans les pays occidentaux. L'essor des blogs, des réseaux Indie Media, etc., peut se faire aussi grâce à l'essor des licences Creative Commons que vous devez connaître, où vous pouvez protéger votre texte. Vous pouvez faire en sorte que la manière dont vous créez quelque chose, en l'occurrence un texte, soit protégée par la suite, pour que le propos reste, que l'œuvre reste dans les mêmes modalités initiales, donc libre par exemple. Wikipédia est aussi un exemple fabuleux de transmission de savoir do it yourself.
donc, et collaborative. Moi, j'ai participé donc à une antenne Indie Media Like à Saint-Étienne. Depuis 2003, je fais partie du numéro 0, qui est un journal participatif en ligne où tout un chacun peut écrire un article, quoi. Donc on a beaucoup d'articles, une vingtaine par semaine à modérer sur l'actualité de notre ville. Alors sur on va dire le pendant de la distribution, de la médiatisation par soi-même, il y a aussi l'organisation par soi-même. Dans le DIY, ça c'est très fort. Je vous parlais des concerts punk il y a quelques instants. Nous, avec Avataria, on a créé notre propre festival, voilà, avec une sorte d'hybridation culturelle entre concerts, informatique libre, etc. Au-delà des concerts et de l'informatique libre, on propose aujourd'hui plein d'ateliers bidouilles, comme je l'ai dit. Et un des derniers ateliers qu'on a fait, par exemple, c'était du circuit bending. Donc l'art de pouvoir réutiliser des anciens jouets pour pouvoir faire de la musique un peu originale. Voilà, donc ça aussi, ça fait partie de ce mouvement DIY. Dans les organisations un peu alternatives DIY, il y a aussi le fait de faire sa conf. Le Jug Summer Camp, il y a 6 ans, ils se sont dit, tiens, il n'y a pas de conf en France, de développeurs, on va la faire. Voilà, ça, c'est une vraie logique DIY, avec une éthique qui va avec en plus. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, je fais partie de Mixit, qui est une conférence qui a lieu sur Lyon. Et on l'a montée parce que, on trouvait que dans notre région, il n'y avait pas forcément de conférences comme ça, où on mixait de l'agilité, de la techno et tout ça. On voulait faire une conf pas chère, 50 € pour 2 jours. On n'a pas réussi à la faire gratuite, mais voilà. Une conf où il y avait une bonne mixité. Voilà. Donc on a essayé aussi, nous, de faire une conférence à notre image. On a invité récemment sur Mixit le Fab Lab lyonnais qui s'appelle la Fabrique d'objets libres, qui, eux, en termes de réalisation concrète à utilité sociale, font des choses assez classes, notamment le Handilab. Ils prennent la place laissés libres par les industriels de matériaux médicaux. Ils construisent par exemple des masques pour enfants qui ont des problèmes respiratoires. Les industriels en ont un peu rien à faire de ces enfants-là parce que ça ne représente pas beaucoup de clients. Du coup, jusqu'à récemment, ces enfants-là avaient des masques pour adultes qui les blessaient, en fait, et avec des parents d'enfants qui ont des problèmes respiratoires et le Handilab de Lyon, ils ont construit toute une série de masques pour enfants adaptés qui leur font plus mal. Et ça marche à mort. Voilà, ça c'est des exemples de réalisation concrète de Fab Lab. On a invité, parce qu'on est bien branché DIY dans Mixit, vous l'aurez compris, on a invité aussi la paillasse qui fait du DIY bio. Alors ça fait flipper des gens en général. Ouh là là, vous allez trafiquer des gènes. Pas du tout, le DIY bio, ça peut être aussi des trucs comme ça, genre ils font du quick and dirty DNA barcoding. C'est quoi? C'est qu'en gros, vous avez la possibilité pour moins de 5 € de disposer d'un matériel pour vérifier les séquences ADN de ce que vous bouffez, de ce que vous mangez. Pardon. Donc ça veut dire que vous pouvez savoir s'il y a de la viande de cheval dans vos lasagnes. Voilà, ou vous pouvez savoir s'il y a des OGM. Voilà. Jusqu'à présent, ce matériel-là existait dans l'industrie, ça coûtait 300 € et ça mettait 3 jours pour faire l'analyse. Là, ils ont fait une version un peu plus simple. Il y a 3 heures d'analyse et ça coûte à peu près 5 €. Il y a aussi dans les initiatives concrètes DIY d'organisation le fait de monter sa boîte. Donc je ne vais pas faire de pub pour Ninja Squad, mais en tout cas nous, on a juste essayé de créer une boîte qui nous ressemblait, donc un principe coopératif où chaque salarié avait le même salaire, etc. Et quand on a voulu sortir un livre, on l'a fait en format DIY, c'est-à-dire qu'on n'a pas passé par des éditeurs, on l'a sorti nous-mêmes. Et on est bien content d'avoir fait ça parce qu'en discutant avec des gens, des potes qui avaient déjà écrit des bouquins techniques dans le monde de l'édition classique, on s'est rendu compte que c'était plus avantageux financièrement. C'est pas notre but, hein, mais il se trouve qu'on s'est fait plus d'argent via ce réseau-là qu'en passant par un éditeur. Donc ça, c'est quand même intéressant à savoir. Le crowdfunding, c'est aussi à peu près génial pour pouvoir concrètement monter son idée et monter sa boîte en ayant de l'aide de gens de l'extérieur. Ça, c'est quand même assez classe aussi. Et pour finir, qu'est-ce que je dirais sur le DIY et vous? Je dirais tout simplement que le DIY, pour moi, c'est vraiment l'ADN du développeur. Si j'ai choisi le métier de développeur quand j'avais 20 ans, c'est que pour moi, c'était un métier qui rassemblait vraiment tout ce qui me faisait triper dans la vie, donc toute l'éthique DIY, on va dire, et un métier concret. Pourquoi? Parce que vous avez la possibilité de réaliser un logiciel qui vous plaît s'il n'existe pas, vous-même. Vous avez un écosystème qui vous permet ça.
Le monde des logiciels libres, c'est à peu près, c'est vraiment cool pour ça. Que ça existe, vous pouvez vous inscrire facilement dans un projet, avoir de la résonance, etc. Vous avez tous les canaux de distribution, GitHub, etc. qui existent pour pouvoir faire du collaboratif. Ben voilà. Pour moi, c'est à la base de tout ça. Puis si on regarde un peu l'historique, les pionniers informaticiens, dans le monde de la micro-informatique, Steve Jobs, Wozniak et compagnie, j'aurais pu en trouver d'autres, ils viennent de cette histoire-là. Ils ont créé les premiers ordinateurs dans leur garage. Alors, on ne va pas rentrer dans la polémique de c'est vrai, c'est pas vrai, machin. Voilà, on est tous d'accord que beaucoup de mouvements de la micro-informatique viennent de là. Il est jeune, là, hein, vous avez vu? C'est Stallman. Richard Stallman est un précurseur de l'éthique DIY dans le monde de l'informatique. Il s'en revendique pleinement. Et c'était le premier à dire, bah voilà, ok, ça n'existe pas, on va le créer, ce logiciel-là, et on va le protéger par licence libre, et on va faire en sorte d'avoir une alternative concrète au fameux logiciel privateur. C'est le mot qu'il utilise qui me fait toujours bien rire. Et Linus Torvald, j'ai essayé de trouver des photos où ils sont plutôt sympas. Et Linus Torvald, avec la création de Linux, est en plein dedans aussi. Hein. Quand on lit les premiers textes dans lesquels il s'inscrit à la base, il y a vraiment cette volonté de faire soi-même un système d'exploitation qui n'existe pas aujourd'hui et de garder la parentalité de l'éthique sous-jacente à travers une licence appropriée. Donc on est en plein dedans. Donc tout ça pour dire que j'avais envie de parler de ça parce que ça m'a influencé, mais aussi parce que j'aimerais que ce soit un peu une invitation à prendre conscience de ça, à prendre conscience d'où on vient en tant que développeur, et peut-être une invitation à conserver un peu cette éthique dans votre parcours. Voilà, je vous en remercie et je vous souhaite une bonne journée.